très heureux de débuter cette année olympique, année où le sport devrait irriguer tous les espaces de la société, que le ministère de la Culture accueille la cérémonie de remise des 3 prix littéraires de l'Association des écrivains sportifs. L'an dernier, je crois que vous étiez accueillis au ministère des Sports, et cette année, chez nous. Vous comprendrez dans la configuration qui est la nôtre aujourd'hui que la ministre de la Culture ne soit pas présente. La force et peut-être humblement des administrateurs, c'est qu'ils restent. Donc je continue à être délégué général, je ne suis pas tombé avec le gouvernement. Donc je suis très heureux de vous accueillir. L'association, et je salue évidemment son président Thomas Bauer, c'est une association qui aura bientôt 100 ans, qui a été créée en 1931 par Tristan Bernard. Mais pourquoi est-ce que pour nous c'est important ? C'est important parce qu'il y a tellement de choses à la fois différentes, si lointaines et si proches entre le sport et la culture. Moi, je ne suis pas du tout un sportif, je suis plutôt, je dirais, un lecteur du côté de la culture, mais le rapport au corps est quelque chose qui concerne aussi bien l'écrivain que le sportif. L'écrivain est un marathonien. Que vous soyez Flaubert ou Marcel Proust, passer 15 heures par jour à écrire dans des situations extraordinairement inconfortables, ça relève aussi d'une pratique sportive. Et le fait que des écrivains travaillent sur le sport, parlent du sport, montre bien tout ce que culture et sport, et surtout culture, littérature et sport ont à voir ensemble. Ce qu'ils ont à voir ensemble, c'est à peu près tout. On m'a écrit beaucoup de choses, mais en fait, je ne vais pas les lire. Je vais vous dire ce que je ressens de la place du sport dans la culture et de la manière dont la littérature peut parfois dévoiler des choses qu'on n'avait pas vues. Je prends un exemple, le livre de Lola Lafont sur la petite... non, mais c'est la petite... Communiste, voilà, qui ne riait jamais, sur Nadia Romanecki. Moi, j'avais vu à la télé, je suis plutôt jeune, Nadia Romanecki, j'étais fasciné, mais lire les mouvements de cette jeune fille à travers les mots de Lola Lafont, c'est comme une autre prestation, comme une autre performance. Quand on entend Marguerite Duras parler avec Platini, on est dans un moment, on est dans l'espace, on est dans un moment totalement voilà, merveilleux, magique. Quand elle dit « je hurle », on la voit, Marguerite Duras hurler. On voit la Marguerite Duras d'Aurélia Steiner, la Marguerite Duras de ses livres un peu abscons parfois, parler avec un Platini, et ils s'entendent très bien tous les deux à travers le langage du sport. C'est donc que le geste artistique et le geste sportif ont de grandes similitudes. C'est vraiment ce point qui est important pour nous, et c'est ce qui fait qu'on est heureux de vous accueillir ici. Très souvent, et il y a une mise en scène aussi dans les spectacles. Je pense à un endroit qui est très important pour beaucoup, c'est le Stade Bollaert à Lens, où nous avons, et il y a eu la capacité pour le musée du Louvre-Lens d'investir les lieux. Et quand on a vu s'étendre un immense drapeau avec la Joconde dans le Stade Bollaert, on est émerveillé par ce que sport et culture peuvent vraiment faire ensemble. On est cette année vraiment une année importante. Dans ma délégation, on travaille sur les Olympiades culturelles, c'est-à-dire sur ce que culture et sport peuvent avoir à faire ensemble. On a énormément de projets. Il y a plus de 200 projets qui se développent et qui se déploient partout sur le territoire. Mais ce que je retiens toujours, c'est que le sport et la culture, ensemble, nous font pleurer, nous font vibrer, nous font rire. Et c'est pourquoi il faut rendre possible pour tous la possibilité de vivre la vie culturelle et la vie sportive. Le sport peut mener à la culture peut mener au sport. Ayant moi-même, dans des histoires de vie que nous avons chacun, été privé à la fois de sport et de culture, je veux dire combien cela peut être fondamental et combien l'un peut mener à l'autre. Et l'association que vous dirigez, que vous présidez, elle a cette force
de faire dialoguer sport et culture, et les prix que vous allez remettre aujourd'hui sont pour nous très importants. C'est très important qu'ils soient remis dans le salon des maréchaux du ministère de la Culture, parce que ça marque bien cette volonté pour le ministère de la Culture d'accueillir le sport, d'accueillir ce que les écrivains peuvent dire du sport, et d'accueillir aussi comment les sportifs peuvent se nourrir des écrivains. Je ne vais pas être plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ensuite. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur le délégué général. Je vais rester un petit peu protocolaire, il faut rester dans les traditions. Donc, Monsieur le délégué général, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier au nom de l'Association des écrivains sportifs, Madame la Ministre et les membres de son cabinet, bien évidemment, ainsi que les responsables de la délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle. Tout cela pour nous accueillir ce soir, vous l'avez vu, dans ce lieu prestigieux, afin de célébrer l'édition 2023 des prix sport et littérature. Je suis d'autant plus heureux que vous soyez là ce soir, Monsieur le délégué général, malgré votre emploi du temps chargé, car je sais combien vous êtes attaché aux liaisons heureuses, et non pas dangereuses, entre sport et culture. Et je sais que vous avez des liens qui vous rapprochent avec vos homologues, ou certains de vos homologues du ministère des Sports et ceux de l'Éducation nationale. Notre association, comme vous l'avez rappelé rapidement, contribue à la promotion du sport à travers toutes ses dimensions culturelles, et notamment littéraires, et entretient depuis plus de 80 ans maintenant cette belle tradition qui consiste chaque année à remettre plusieurs prix, dont le Grand Prix Sport et Littérature. S'il nous est arrivé par le passé de tenir notre cérémonie, comme celle de ce soir à l'Hôtel de la Serre avec Jacques Chaban-Delmas, à l'Assemblée nationale avec Laurent Fabius, au Sénat avec René Monory, au journal L'Équipe avec Claude Poussan, au Comité national olympique avec Denis Masseglia, ou à la Société des gens de lettres avec Christophe Hardy, c'est bien au ministère des Sports que nous avons souvent élu domicile, avec en leur temps la présence de Maurice Herzog, Pierre Mazot, Edwige Javis, Marie-Georges Buffet, Thierry Braillard, Roxana Maracineanu ou Amélie Oudéa-Castéra. Cette année, le ministère des Sports et son salon des maréchaux est pour nous, je dois l'avouer, une grande première. Même si à mon âge, les premières se font de plus en plus rares, j'en suis évidemment très sensible. Et je ne peux qu'être également sensible à cette main que vous nous tendez et qui annonce à coup sûr un réel partenariat innovant et structurant. Ce seront là peut-être notre contribution à l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il m'appartient en tant que président de rappeler aussi que notre association a accompagné la culture française par le prisme du sport à travers comme vous l'avez dit, depuis presque un siècle. 92 ans et 6 mois, pour être tout à fait précis, si l'on tient compte de la rigueur administrative, puisque c'est le 17 juillet 1931, avec l'enthousiasme du dramaturge Tristan Bernard, que fut fondée cette association, mais dont les pionniers, finalement, de jeunes lettrés qui ont connu les tranchées et qui souhaitaient s'ouvrir vers la modernité, ont eu cette belle idée, au début des années 20, de produire des œuvres artistiques sur le thème du sport, pour consolider les liens entre les hommes et les femmes, sans distinction d'aucune sorte, et de porter un véritable message d'espoir, bref, de donner du goût à la vie. C'était le temps du Plume Palette Club. Parmi ceux-là se trouvait Maurice Genevoix. Alors ce n'est pas anodin si je parle de Maurice Genevoix, puisqu'il est entré au Panthéon le 11 novembre 2020, et dont le président de la République, Emmanuel Macron, a retracé l'engagement dans son discours d'intronisation. Maurice Genevoix, qui est donc l'un des fondateurs de l'Association des écrivains sportifs, avait laissé un joli texte en 1924, inspiré par les poèmes épiques d'Homère et intitulé Eutymos, vainqueur olympique. Mais je n'oublie pas ses compères de l'époque, les Jean Giraudoux, Henri de Monterland, Pierre Macorlan, Paul Morand, Maurice Leblanc, Géo Charles, qui tous, animés par un idéal et une véritable audace, stylisèrent l'effort sportif sous toutes ses formes, avant de connaître au moment des Jeux Olympiques de Paris 1924, c'était il y a un siècle, une véritable consécration. Alors je remercie ici les présidents successifs, Benoît Emmermann, Monique Berliou, Bernard Desremo, Paul Viala, Marcel Berger. Je remercie aussi les lauréats consacrés qui égrènent finalement nos palmarès,
Roger Frison-Roche, Yves Gibaud, Denis Lalanne, Paul Fournel, Georges Vigarello, ici présent, Jean Echnoz, Jean Hatzfeld, Jean-Philippe Toussaint, Thierry Frébault ou Vincent Duluc. Afin de promouvoir les valeurs du sport et les rendre accessibles au plus grand nombre, vous l'avez rappelé, M. Corbin, l'Association des écrivains sportifs essaye de multiplier ses actions. Et parmi ces actions, effectivement, grâce à la délégation générale, à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, nous avons pu monter un projet depuis 2022, et notamment les échanges que nous avons eus avec Nicolas Merle et Bruno Belaïch ont permis effectivement aux membres de l'association d'aller à la rencontre de différents publics sur tout le territoire métropolitain, qu'il s'agisse du secteur social, médical ou pénitentiaire. Cette opération a été un franc succès, je vous en remercie. Mais au-delà de celle-ci, ne perdons pas de vue le terrain, car la culture sportive se construit aussi dans l'action athlétique in situ, et je tiens à souligner que l'association s'engage depuis plusieurs années dans des rencontres culturelles et sociales grâce à son équipe de France de football des écrivains, car nous avons aussi, et un certain nombre de ses représentants sont là ce soir et je les remercie. Alors sachez qu'on avait un très sympathique et très compétent coach qui était Jimmy Adjoli-Boko, voilà, et qui, pour des raisons professionnelles, a dû déclarer désormais forfait. Mais comme je sais que nous avons un autre ancien coach dans la salle ce soir présent ici, Raymond Domenech, je lance une bouteille à la mer. Peut-être sera-t-il intéressé pour s'occuper des écrivains cette fois-ci. Avant de passer aux choses sérieuses, à la réception des 3 lauréats de ce soir, je souhaite terminer ces quelques mots introductifs pour saluer la mémoire d'un de nos fidèles compagnons de route, parti beaucoup trop tôt, c'était cet été, à l'âge de 59 ans, des suites d'une longue maladie, l'écrivain, boxeur, Élie Robert Nicot. Fils d'une poétesse et d'un peintre, il avait grandi à Montmartre, fait ses études en Angleterre, avant de trouver dans un petit village du Périgord un endroit idéal pour y installer son atelier d'écriture. Laissez-moi vous lire juste quelques mots très rapides, écrits dans son livre Scène de boxe, publié chez Stock en 2017. Mon père était boxeur professionnel. C'était vers la fin des années 40, le début des années 50. J'ai toujours voulu faire de la boxe, il me l'a toujours interdit. Alors que dès l'âge de 9 ou 10 ans, je l'implorais de m'inscrire dans une salle. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'était pourtant évident. Je sais aujourd'hui que les boxeurs haïssent la boxe, ou qu'ils l'aiment comme on aimerait ses propres défauts, ou comme un mineur aime la mine qui le nourrit en même temps qu'elle ronge sa santé. Car la boxe n'est pas un sport, c'est un monde de douleur, un monde dur, sombre, parfois tragique, un monde de sacrifice que l'on ne peut aimer qu'avec ambivalence. Est-ce que je m'en veux encore de n'avoir jamais bravé l'interdiction de mon père quand j'aurais pu avoir au moins une carrière d'amateur? Est-ce que j'en veux encore à mon père de m'avoir tenu éloigné des salles de boxe et des traumatismes ou lésions cérébrales graves de ces boxeurs qui font trop de combats? Bien sûr que oui. Élie Robert Nicot a reçu l'amour de la boxe comme on reçoit un secret de famille. Pourtant, il lui fallut attendre que ses parents meurent pour qu'il trouve la force d'entrer pour la première fois dans une salle de boxe et se mette à la pratiquer. Alors, cher Élie, là où tu te trouves aujourd'hui, là où tu boxes avec tes fantômes, là où tu rêves sur ton ring céleste, sache que nos pensées t'accompagnent. Venons-en donc à la remise des prix. Et commençons tout d'abord par le prix du beau livre. Créé en 1991, il récompense un ouvrage illustré par les documents les plus originaux. Par la qualité des images, mais aussi des textes, il contribue à la beauté et à la grandeur du sport. Le livre primé cette année, Les Olympiades féminines de Monte-Carlo, paru aux éditions Giletta, un livre original qui manquait et qui salue l'œuvre historique menée par l'auteur et de longue date, Bernard Macario. Pour le présenter, je cède la parole à un membre de notre jury, historien et écrivain, Jean Dury, qui se situe là. Monsieur le délégué général, mes chers amis, faut-il l'avouer, avant même de délibérer, notre jury des écrivains sportifs cette année a longtemps hésité à savoir s'il fallait qualifier le livre de Bernard Macario de
documents ou de beaux livres, car vous le verrez dans les quelques minutes qui suivent, il relève en réalité des deux registres. Si dans un instant, on va présenter le prix du document sportif et son lauréat pour un autre ouvrage, ça signifie que nous avons tranché et que nous avons considéré que c'était un beau livre à mettre en lice avec les autres candidats à notre verdict. Alors ce livre, le voici. Ce livre, le voici, est, avec ses couleurs rouges et blanches, ça c'est Monaco, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou, tout y est réuni. Et avec sa couverture qui est à la fois féminine et sportive, il a une typographie, une maquette, une façon d'être présenté qui sont élégants. Et y concourt la recherche remarquable et les illustrations photographiques si bien choisies avec lesquelles il est éclairé. Document. Qu'est-ce que c'est qu'un document? À mon sens, c'est quelque chose qui apporte du neuf. Et ici, c'est exemplairement le cas. Alors l'auteur, enseignant l'éducation physique et sportive, soutient à 32 ans sa thèse sur l'évaluation pédagogique. Macario, pour moi, cet homme droit, réservé et chaleureux tout à la fois, aura toujours été un premier de la classe. Car l'année précédente, c'était lui le major du concours de l'inspection de l'éducation nationale à laquelle il allait dévouer toute sa carrière. Inspecteur d'académie, sous-directeur de l'enseignement rue de Grenelle, il va être détaché à la fonction publique territoriale, ce qui lui vaudra, et on l'aurait évoqué avec Christian Estrosi s'il avait été là, ce qui lui vaudra en 2013 d'être le directeur à Nice des 7e Jeux de la francophonie. Et cette première période de son existence nous amène jusqu'en 2015. Ensuite, c'est une deuxième vie qui commence, avec des activités multiples. Ainsi, il a été, par exemple, pendant 6 ans, le président des Amis de mon cher Musée national du sport, ancré désormais à Nice, et dont le président du conseil d'administration n'est autre que Vincent Duluc. Et en réalité, à partir de 2015, il a plongé à corps perdu dans la rédaction et la publication d'ouvrages sur l'histoire du sport, enracinés dans ces Alpes-Maritimes et cette Côte d'Azur où lui-même et son épouse ont bâti leur vie, qu'il s'agisse d'un siècle de basket, ou bien du Fort Carré d'Antibes, et puis en dépassant ses limites géographiques, d'un Jean Bouin, et aussi de ce travail de fond, c'est le cas de le dire, sur le souffle et le fond, les marathoniens et les marcheurs, préfacé par un grand historien qui est aujourd'hui parmi nous et qui n'est autre que l'ami Vicarello. Et puis, voici maintenant ces Olympiades féminines de Monte-Carlo. Alors, tout l'intérêt majeur de cet ouvrage tient au fait que Macario a traité le sujet à fond, une bonne fois, et a situé le rôle premier de ces Olympiades dans l'évolution du sport féminin de compétition, et devançant par là même indiscutablement Alice Milia, qui, le 20 août 1922, a organisé à Paris, et ça troublait les historiens, des Jeux olympiques féminins, entre guillemets,
alors que les Olympiades leur avaient montré le chemin. Olympiade de Monte-Carlo, c'est une valse à 3 temps. Alors, c'est durant la guerre de 14 que la pratique compétitive, sportive des femmes prend son essor, avec 3 associations qui sont Academia, qui sont En Avant et Femina Sport, et la création d'une fédération des sportives féminines, des sociétés féminines sportives de France en 1917. Ce qui a été tout le mérite de la Société des Bains de Mer et de son directeur Camille Blanc, dont Macario nous révèle le rôle clé. C'est qu'ils ont osé inventer un meeting international d'éducation physique féminine et de sport s'étendant sur plusieurs jours, avec les difficultés d'organisation que cela représente. Et il y avait le soutien du prince Albert Ier. Ces premières Olympiades féminines, elles se sont déroulées avec un succès tout à fait étonnant. Y participaient des Anglaises, des Italiennes, des Suisses et 5 sociétés françaises, dont 2 niçoises. Elles participaient essentiellement à des épreuves d'athlétisme et le public a été extrêmement nombreux, se penchant sur le balcon qui fait terrasse autour du terrain du tir au pigeon qui avait été suffisamment aménagé. Alors, les performances, elles peuvent nous paraître très modestes. Saut en hauteur gagné à 1,40 m, saut en longueur 4,70 m. Mais il n'empêche qu'avec les défilés, avec les hymnes nationaux pour saluer les gagnantes, ces manifestations ont mérité le nom d'Olympiade féminine. Et la deuxième étape, l'année suivante, montre un développement saisissant, parce que cette fois, elles sont 700 concurrentes qui viennent aussi, ce sont des Belges, des Danoises, des Hollandaises, des Suédoises, des Tchécoslovaques, et le public, là encore, est nombreux, la presse se passionne, il y a maintenant des épreuves de natation et nautique avec l'athlétisme, et la fête de nuit finale a été une véritable apothéose. Alors, pendant ce temps-là, Alice Milia suivait son propre combat et le poursuivait. En octobre 1921 à Paris, avait été créée la Fédération sportive féminine internationale, dont en 1922 elle devint tout naturellement la présidente. Et c'est sous son égide que le 20 août 1922 à Pershing, Alice Milia met en place des Jeux olympiques féminins, mais encore une fois, elle a été devancée par les Olympiades de Monte-Carlo qui lui ont montré la voie. Alors, Camille Blanc, malade, va se retirer de la scène, et pendant ce temps-là, il y a toute cette évolution qui fait que le congrès de la Fédération internationale avait décidé de créer des Jeux féminins mondiaux qui vont se tenir tous les 4 ans à Göteborg, Prague et enfin Londres en 1934, avant qu'en 1936, au moment des Jeux olympiques de Berlin, la Fédération internationale d'athlétisme et le CIO mettent définitivement le grappin sur l'athlétisme, ce qui élimine Alice Milia qui se retire. Alors, peu importe si la 3e édition, la dernière, a réduit la voilure. La 2e édition avait été organisée du 14 au 22 avril, presque 10 jours. Celle-ci n'en a plus en réalité que 4, du 3 au 6 avril 1923. Et 2 pays se sont retirés, qui sont le Danemark et la Suède, mais tout cela, encore une fois, peu importe. Parce que cette 3e Olympiade de Monte-Carlo, la dernière,
et l'a orienté d'une façon irrésistible vers le sport féminin compétitif. Et c'est cela qui est capital, parce que ça montre le rôle pionnier par rapport à cette longue marche qui mène en principe vers la parité idéale qui devrait être la marque des Jeux de Paris en 2024. Un grand merci à Bernard Macario de nous l'avoir démontré de façon irréfutable. Non seulement vous avez eu des propos trop élogieux, mais surtout vous avez quasiment tout dit. Donc je ne vais pas parler du livre. J'espère en tout cas que si vous avez l'occasion de le lire, vous y trouverez autant d'intérêt que ce que Jean a pu dire. Je voudrais simplement, c'est classique, adresser des remerciements. D'abord, vous dire combien je suis honoré par ce prix. Comme je suis honoré aussi de le partager avec les lauréats des autres séries, M. Assouline, M. Vacan, c'est quelque chose d'important aussi pour moi. Remercier bien sûr le jury à travers vous, Jean, d'avoir fait ce choix. Et puis, c'est le résultat d'un travail d'équipe. Les éditions Gilutta sont une maison d'édition niçoise et je salue ma directrice Valérie Castera qui est ici présente. Et je crois que c'est important qu'une maison qui a surtout une activité régionale soit reconnue au niveau national. Travail d'équipe avec l'éditeur, surtout quand il s'agit d'un beau livre. Mais aussi, je voudrais beaucoup insister sur le soutien que nous avons reçu, le soutien permanent du Comité olympique monégasque. Je crois que ce livre met en évidence le rôle précurseur de la principauté de Monaco, à un moment, on est à la belle époque, et aussi la belle époque du sport, et encore plus la belle époque du sport sur la Côte d'Azur, et en particulier à Monaco, sous l'impulsion effectivement d'un mécène, on pourrait dire que c'est un des premiers mécènes du sport Camille Blanc, mais avec l'influence du prince Albert Ier. Et il se trouve que ce livre a été publié l'année où célébrait le centenaire du prince Albert Ier, donc on a eu vraiment un soutien de la part du Comité olympique monégasque, sa secrétaire générale, Mme Lambert-Berty, et son président, qui est le prince Albert II, qui est également membre du Comité international olympique. Alors, si vous voulez, avec autant de regard bienveillant, eh bien, on a tout simplement essayé d'être à la hauteur de la confiance qui nous était accordée. Je suis heureux de pouvoir les associer aujourd'hui, la maison d'édition, le Comité olympique monégasque, à ce prix qui, effectivement, doit être un prix à partager. Merci beaucoup. On passe à notre deuxième prix et avant-dernier prix, le prix du document. Créé en 2005, il couronne un ouvrage d'analyse ou de réflexion, une recherche historique ou sociologique propre à faire progresser la connaissance et la compréhension du phénomène sportif. Le livre primé cette année, évidemment, c'est un livre du sociologue et anthropologue Loïc Vacan. Voilà. Et donc je le remercie d'être présent parmi nous ce soir. Et je vais laisser la parole, donc son livre s'intitule Voyage au pays des boxeurs. Je vais laisser la parole à une membre de notre jury, Joy Raffin, qui est journaliste et passionnée de sport. Joy. Bonsoir. Je ne suis pas Jean, donc moi j'ai des feuilles. Avec l'âge, j'apprendrai, j'espère.
La salle me montre que je peux faire autre chose que de traîner avec les gangs, me droguer, voler et détrousser des gens, tout ça pour finir en tôle. Enoch, Poivel Terre Noire, 25 ans, personnel d'entretien. Il n'y a rien dans l'entraînement que j'aime pas, parce que tout ce qui a à voir avec l'entraînement, j'adore. J'adore courir, j'adore frapper au sac, j'adore faire mes exercices parce que ça me met en forme. J'adore ma condition, j'adore mon corps. J'adore garder mon corps en condition. Tony, poids mi-lourd, blanc, 24 ans, chauffeur de camion. Il faut être un sacré bonhomme pour être un boxeur. Que ce soit un amateur qui fait 3 rounds, qu'il perde ou qu'il gagne, s'il tient le choc et qu'il a fait de son mieux et qu'il s'est préparé pour ça, ou un professionnel qui fait un combat de 10 rounds ou un combat de 12 rounds, s'il est prêt, je lui tire ma révérence. Coach Didi, entraîneur en chef noir du Woodlawn Boys Club. Ce que je préfère, moi, c'est le sparring, c'est la danse, le paquet complet. Être capable d'esquiver un coup puissant et répliquer avec un coup à toi. Mettre ton adversaire dans le vent, avec style. Style et grâce, ok? Ça te dit? Lentement. Waouh! C'est magnifique. C'est se mettre en position de performeur, ok? Mets ton talent à l'œuvre et tu te sentiras fier. Smithy, poids long léger, noir, 37 ans, technicien en santé mentale. Moi, je monte sur le ring parce que je suis personne et je veux être quelqu'un. Et je veux que le monde sache que je suis quelqu'un aussi. C'est la chance que ça me donne. Si demain je deviens le champion du monde des poids moyens, et je deviens quelqu'un. Je ne suis plus Millie Perry, j'ai champion devant mon nom. Même champion de l'Illinois, ça voudrait dire quelque chose pour moi, et c'est mon but. Je me lance pour être le champion. Peu importe que la ceinture, elle est en or massif, en or plaqué, en or du moment que c'est une ceinture. Willy, poids moyen noir, 33 ans, convoyeur de feu. Moi, on m'a chargé de vous dire quelques mots pour vous expliquer notre choix et vous donner envie de lire et d'aimer autant que nous notre prix du document sportif 2023, soit le livre de Loïc Vacan, Voyage au pays des boxeurs, paru aux éditions La Découverte. Honnêtement, moi, j'ai cru que j'y arriverais pas, tant cet objet tient du sublime et de ce qu'il y a de plus beau chez le sportif comme chez l'écrivain. À l'image de toutes les citations que je viens de vous lire, tout extrait de l'ouvrage. Mais je vais essayer, hein, promis. Je vais tout donner, je dois bien ça à tous ces combattants, défenseurs de l'esthétisme. Joy Raffin, stylo plume, blanche, 38 ans, membre de l'association des écrivains sportifs. Plus encore qu'un travail sociologique, Loïc Vacan nous emmène dans un pays inconnu. Rien à ajouter au titre, un voyage au pays des boxeurs. Entre les années 1988 et 1991, le sociologue prendra plus de 2000 photos avec son Pentax Camille dans le ghetto noir de Chicago. On ne peut que remercier les éditions de La Découverte d'avoir encouragé Loïc Vacan à se replonger dans ses archives pour nous faire découvrir le pugilisme du South Side de Chicago en revenant sur les années où il a passé la porte, la fameuse porte du Woodlawn Boys Club. J'aurais pu m'arrêter là, pour faire court, mais c'eût été omettre de souligner les qualités littéraires de l'écrivain Loïc Vacan. Selon la formule consacrée dans le milieu, pour espérer réussir, il faut boire, manger, rêver et suer de la boxe au quotidien. Nul doute que ce travail d'immersion, Loïc Vacan l'a entrepris et surtout, en témoignages, analyses, comme en croquis et images, il a réussi à nous le restituer. Sociologue infiltré sous le nom de Busy Louis, Loïc Vacan nous ouvre les portes du gym et ainsi l'antre des boxeurs. Un milieu où l'homo pugilisticus, du plus petit des combats au plus grand des galas, déploie toute sa force et sa grâce, son monde de vie charnel et moral, ses pensées philosophiques et animales. La plume de Loïc Vacan est à l'instar des coups du boxeur, aussi fluide et dansante que percutante. Elle nous donne à voir plus loin encore que le milieu de la boxe, celui d'un Chicago dangereusement discipliné, selon ses propres codes. Ce livre est celui d'un esthète sportif,
un noble ouvrage pour le noble art qui mérite très sincèrement sa distinction dans la sélection de cette année. C'est avec la plus grande joie, cher Loïc Vacan, que l'Association des écrivains sportifs vous décerne le prix du document sportif. Votre carrière, votre intérêt et votre talent à nous raconter le sport, ne nous en laissez pas le choix. En notre nom à tous, vous nous avez mis KO. Bravo. D'abord, je vais être très bref, je voudrais remercier l'Association des écrivains sportifs pour cette distinction. C'est la première fois que je gagne un prix en France, donc ça me fait particulièrement plaisir. Je veux surtout remercier mes potes de la salle de boxe. Curtis a chanté, Tommy, Enoch, Big Girl, etc. Et le coach Didi, dont on a entendu quelques paroles. C'était émouvant pour moi de penser à lui quand j'avais écrit mon premier ouvrage sur la boxe, corps et âme, carnet d'un apprenti boxeur. J'avais le sentiment que je lui donnais une vie après sa mort. Et d'ailleurs, j'ai écrit le livre juste quelques mois après son décès, mais je n'imaginais pas à cette époque qu'un jour on évoquerait sa parole dans les ors de la République. Je veux ensuite remercier ma mère qui m'a fait ce que je suis, et si j'ai fait quelque chose de bien, c'est à elle que je le dois. Je veux remercier mon éditeur, Dominique Carré, puisque le livre est publié en édition conjointe entre Dominique Carré et La Découverte. L'idée de ce livre, c'était la sienne. Quand il m'a contacté pour lancer ce projet, je pensais que c'était un flop garanti. Apparemment, c'est lui qui a... Et on avait fait des paris. Apparemment, c'est lui qui a gagné le pari, puisque je suis là pour parler du livre. Terminons par le Grand Prix Sport et Littérature, le dernier. Créé en 1942, il récompense un ouvrage écrit en langue française. Par ses qualités littéraires avant tout, mais aussi par son authenticité et son originalité, il contribue à la reconnaissance et à la popularité du sport. Le lauréat 2023 est Pierre Assouline pour son livre Le Nageur, paru aux éditions Gallimard, un récit historique sur la vie du nageur de confession juive Alfred Nakache, et au cours duquel l'auteur nous livre plusieurs clés de lecture. Je propose à Benoît Emmermann, notre président d'honneur et membre du jury, de venir en dire quelques mots avant de laisser la parole au lauréat. Chers amis, mesdames et messieurs, cher Pierre, je le constate, mais depuis ses origines, l'Association des écrivains sportifs n'apprécie guère la natation. Pas plus que notre père fondateur, ce cher Tristan Bernard, qui jamais n'évoque ce sport dans ses écrits. La boxe, oui, éventuellement, l'athlétisme, bien sûr, mais pas la moindre brasse coulée à l'horizon. Certes, Monique Berliou, qui présida nos destinées avec une grande intelligence pendant près de 6 ans, 7 ans, je pense, fut une mémorable spécialiste du dos. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, Pierre Assouline, 79e lauréat du Grand Prix Sport et Littérature, ici présent, est notre tout premier nageur. Tel que son titre l'indique très simplement, le plus simplement du monde, parce que le livre s'intitule Le Nageur. Sachant que la natation est un sport qui connaît de plus en plus de succès ces dernières années, tant au niveau des anonymes qu'au niveau de notre élite, le paradoxe n'est pas mince. Cette carence veut-elle dire que la natation n'a rien à faire avec la littérature? Tout comme le sport dans son ensemble, à en croire Antoine Blondin, qui même s'il admirait sans compter les champions, martelait volontiers, je cite, « Le récit athlétique n'a que faire de l'imagination, en définitive, seul le réel lui convient. » Pardon de contredire ce génial chroniqueur, que notre lauréat a très bien connu, je crois, et même approuvé sur ce point bien précis, me semble-t-il. Une fréquentation régulière des librairies depuis 2 ou 3 saisons suffit
à s'en convaincre en matière de natation, puisqu'il est question de ça ce soir. C'est plutôt l'inondation qui menace. Les exemples, les romans, les récits, les nouvelles totalement ou partiellement dédiées foisonnent chez tous les éditeurs, même les plus grands. En bref, un bref tour d'horizon s'impose. Je vous rassure, je ne veux pas être très long, mais avec pour commencer l'initiative Leçon de natation de Lynn Hugo, suivie de près par L'éloge de la nage de Annie Leclerc, puis La tendresse du crawl de Colombe Schneck. Je relève encore le journal de nage de Chantal Thomas, qui un peu plus tôt nous avait déjà proposé Souvenir de marée basse. Dans le même temps, je note que Bastien Vivet se méfie du goût du chlore, Irma Pélatan de l'odeur du chlore et Bruno Giroud du chlore tout court. Je pourrais arrêter là, mais je me sens encore obligé de suivre la ligne de nage de Judy Ostuka, de composer avec la Murène de Valentine Gobi et de traquer les queues reptiles de Mahatma Saleh. Tout cela sans compter la Cornélia de notre ami Vincent Duluc ou les 8 minutes de ma vie de Gilles Bornet, qui est un membre de l'association et qui est peut-être dans la salle, je crois. Pas littéraire, la natation, vous voulez rire. C'est précisément ce privilège qui a conduit le jury de l'AES à désigner Pierre Assouline vainqueur de notre millésime 2023. Son sujet, le destin d'Alfred Nakache, nageur consacré, revenu des camps de la mort par miracle, est relativement connu. 2 autres livres, 2 documentaires, une pièce de théâtre ont ces dernières années apporté leur content d'informations sur ce drame. Mais notons que notre lauréat est reparti d'une page blanche, appliquant à son travail la méthode qui lui a si bien réussi lors de ses précédentes enquêtes biographiques consacrées à Georges Simenon, Albert Londres, Hergé ou Gaston Gallimard. Sans surprise, Pierre Assouline a apporté un surplus d'informations décisives, mais il ne s'est pas contenté de cela. En prime, il nous a offert une langue, un style, une écriture qui, de loin, ont fait la différence. Mais vu de la part d'un aussi remarquable spécialiste, nous ne sommes qu'à moitié surpris. Pierre Assouline, depuis toujours, fait grand cas de la littérature de qualité. Comme biographe, nous l'avons souligné, mais aussi comme critique, comme romancier, comme chroniqueur, comme juré, autant de fonctions qu'il a exercées ou qu'il exerce, encore avec passion et surtout conviction. Ce faisant, à la suite des différents auteurs dont nous avons parlé un peu plus tôt, l'AES est particulièrement fière d'accueillir ce nouvel artiste, ce sportif avéré, nageur certes, mais surtout joueur de pôle, si je ne m'abuse. Parmi ses pairs, pour qui réconcilier la tête et les jambes est devenu évidemment une évidence. Donc je suis ravi que vous veniez à cette tribune pour nous recevoir ce prix. Merci beaucoup. Merci au jury. J'ai toujours rêvé d'avoir 2 prix littéraires. Jusqu'à présent, je ne les avais pas eus. Le Goncourt et le prix des écrivains sportifs. Pour le Goncourt, c'est compromis. Mais pour les écrivains sportifs, ça y est, je suis comblé. Parce que le fait de mettre ça sur un bandeau, j'ai beaucoup insisté à chez Gallimard, je dis je veux absolument un bandeau marqué écrivain et sportif à côté. C'est une consécration, en tout cas pour moi. Je ne vais pas vous raconter la vie d'Alfred Nakache, elle est connue. C'est quand même, si on devait résumer d'un mot, c'est le seul athlète de haut niveau au monde qui ait fait 2 Jeux Olympiques, Berlin et Londres, et entre les deux, qui a été déporté à Auschwitz et à Buchenwald, et la marche de la mort entre les deux, et qui est survécu à toutes ces épreuves, et qui a trouvé le courage de reprendre l'entraînement quelques mois après son retour en France, reprendre l'entraînement comme avant, grâce à son entraîneur, qui était un homme remarquable, un des plus grands entraîneurs de l'époque. Et donc, juste, je ne vais pas vous faire son palmarès, ni rien de tout ça. Si je me suis intéressé à lui,
parce qu'il y a quand même beaucoup de sportifs dont on pourrait écrire la biographie ou le récit. Si je me suis intéressé à lui, la première raison, c'est pour ses qualités humaines. Parce que des champions au palmarès exceptionnel, il y en a plein, mais des champions qui avaient de telles qualités humaines, de générosité, de solidarité avec les autres membres de l'équipe, c'est rare, et c'est ce qui fait la différence, pour moi, dans le monde du sport. Il y en a quelques-uns aujourd'hui, dans la peine de les citer. Voilà, il m'a frappé pour cette raison-là. La raison pour laquelle je me suis porté vers lui pour écrire ce livre, il y a 2-3 ans, à peu près, c'est la rencontre entre quelque chose d'ancien, comme toujours, et quelque chose de récent. Ce qui était ancien, c'est l'admiration que je lui porte. Ça fait partie, Alfred Nakache, de mes héros de jeunesse, d'enfance, avec Marcel Cerdan. Je suis né à Casablanca, donc c'était la moindre des choses, le bombardier de Casablanca, et Young Pérez, qui est mort en déportation à côté de Alfred Nakache, qui était boxeur, champion du monde de poids coq. Voilà, c'était des héros d'enfance, parce que dans ma famille, je suis issu d'une famille qui vivait à l'époque en Algérie française et qui était fan de sport. Donc je voudrais dédier ce prix d'abord à mon grand-père, parce que après la Première Guerre, quand il est rentré de la guerre, il est devenu champion de tir. C'était pas son métier, hein, mais il était champion de tir sportif à la carabine. Et il aimait tellement le sport qu'il a fondé à Oran un club qui s'appelait Escrime et Sport. Et à ce titre, il a été appelé pour être dans la délégation de la France de l'Empire aux Jeux Olympiques de Berlin. Et il y a une photo de lui qui est sur mon bureau, qui m'a toujours fasciné, où on le voit sur le Kuffersteindam avec derrière les grandes bannières à croix gammée. Donc quand j'étais petit, je pensais que mon grand-père avait été nazi. Et en fait, il m'a quand même expliqué que ce n'était pas tout à fait ça, mais qu'il était très fier, en tant que juif, d'avoir été invité à Berlin à ce moment-là et de braver les interdictions. Et il m'a raconté les Jeux Olympiques de Berlin. Donc ça a été première chose. Donc le club Escrime et Sport, il n'y a pas un pied noir d'Oran que je rencontre dans mes pérégrinations qui ne me disent pas « vous n'êtes pas le fils ou le neveu ou le… » je dis que je suis le petit-fils du fondateur de ce club qui était très connu à l'époque. Je dédie aussi à mon oncle, qui était champion de fleuret en Algérie, et à mon père, qui était un sabreur renommé en Algérie. Et par la suite, quand on est venu habiter en métropole, j'étais adolescent, et mon grand-père m'emmenait au Palais des Sports pour les combats de boxe. J'ai donc vu champion d'Europe, Jean-Claude Boutier. Ça fait partie de mes souvenirs assez marquants, une empreinte. Voilà, sans ces sportifs dans ma famille, je ne serais pas moi-même devenu sportif. À partir de l'âge de 14 ans, encouragé par mon père, qui m'a laissé choisir, qui ne m'a pas imposé l'escrime, alors que c'était une tradition familiale, et qui m'a laissé choisir l'aviron, que j'ai pratiqué pendant 10 ans, de manière forcenée, et qui m'a construit intellectuellement, physiquement, mais intellectuellement. Et quand je dis dans des colloques ou des conférences ou autres que je dois tout sur le plan moral et intellectuel au sport, et non pas aux études, les gens ne me croient pas. Mais vous me croyez, j'ai aucun doute. Parce que je suis sûr que c'est quelque chose qu'on partage. Voilà, je suis comblé par ça, je vais l'encadrer. Je vais l'encadrer et pour bien le conserver. Et merci encore, merci au jury. Alors nous sommes arrivés maintenant au terme de cette cérémonie. J'en profite pour remercier à nouveau Monsieur le délégué général. Vous saluerez et vous remercierez également la ministre pour cette cérémonie de notre part. Et puis, avant que nous dirigions tous et toutes vers le cocktail qui nous attend, j'invite évidemment les lauréats à venir à mes côtés pour la photographie officielle. Et ceux qui veulent prendre